Merci de votre présence. Si vous voulez bien, nous allons démarrer cette séance de conseil. Séance un peu particulière compte tenu du contexte. On l'a gardé en présentiel. On va se donner comme règle de ne pas baisser les masques, même pour parler. Donc on va être masqué l'ensemble de la séance, mais voilà. On est donc dans une situation un peu particulière où les choses se modifient, se durcissent. On fera le point en fin de réunion sur les conséquences et les incidences, entre autres sur l'organisation scolaire et périscolaire de cette recrudescence du Covid ou de cette augmentation ou de la contagiosité de ce virus. On a aussi été amené, comme je vous l'écris, à annuler toutes les manifestations qui ont eu lieu à la fin de l'année. Et puis aussi, j'y reviendrai, enfin non, je peux vous le dire là, mais vous le savez, on a effectivement annulé les manifestations de vœux, que ce soit avec le personnel ou avec les habitants de Loire-Othion. Bien évidemment, nous en sommes pour le moins maris. Ça fait 2 ans qu'on est élus, 2 ans que nous n'avons pas de rencontre pour les vœux, ce qui est quand même une situation tout à fait particulière. Je ne pense pas que quelqu'un ait vécu ça jusqu'à maintenant, mais on n'est pas les seuls. C'est le propre de toutes les collectivités dans cette situation. Mais voilà, on redit combien ça nous pèse de ne pouvoir rencontrer les habitants de Loire-Othion, d'échanger et de s'enrichir les uns des autres de ces rencontres. Donc, avant de démarrer cette séance, bien évidemment, je vais commencer par vous offrir, en mon nom personnel, puis au nom de l'ensemble des habitants de Loire-Othion, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Voilà, ça fait déjà 22 ans que nous avons changé de siècle, 22 ans que nous avons l'euro. Ça permet de mesurer à quelle vitesse le temps passe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, je vous souhaite bien sûr individuellement et pour vos familles, vos relations, vos amis, le meilleur pour cette année 2022, même si, encore une fois, nous démarrons sous des auspices qui semblent que l'histoire bégaie, mais on peut espérer que les choses s'améliorent et qu'on puisse rapidement retrouver des instants de convivialité, de partage. Je vous l'ai dit, les vœux ont été annulés. Alors pour le personnel, nous les rencontrerons avec les élus en charge des pôles, individuellement par groupe, en ayant bien évidemment les gestes barrières, et à plusieurs reprises, je pense au groupe autour du périscolaire, mais aussi dans les ateliers. On pourra peut-être pas voir tout le monde en même temps, donc on le fera à plusieurs reprises pour effectivement qu'il y ait quand même un temps de rencontre entre le maire et les adjoints en charge et en responsabilité par rapport aux compétences de chacun en ce début d'année. Donc c'est quelque chose qui va se faire. Pour la population de Loire-Othion, nous sommes en train de préparer un courrier qui sera envoyé individuellement à chaque habitant de Loire-Othion, à chaque foyer de Loire-Othion, pour effectivement à la fois présenter nos vœux, redire la solidarité de l'équipe municipale autour des préoccupations des habitants de Loire-Othion, mais aussi présenter quelques projets pour l'année 2022 et dire un peu comment on compte les réaliser et comment on souhaite qu'ils se mettent en place sur cette année 2022. On aura, nous, l'occasion de retravailler tout le monde ensemble bientôt, si tout va bien, avec effectivement le respect des gestes barrières, mais on a besoin de travailler dans le respect, encore une fois, du protocole, je cherchais le mot, du protocole, mais pour justement nous projeter sur cette année de 2022.
Je voudrais aussi profiter, je l'ai fait la dernière fois, mais je le refais encore parce que les vœux, c'est toujours cette occasion. Et j'ai eu de nouveau des consignes de la préfecture pour insister sur le fait de porter à connaissance du préfet toutes les agressions que les élus peuvent recevoir et dont ils sont destinataires. 2022 va être une année particulière, ça vous a pas échappé, c'est une année d'élection, élection présidentielle, élection législative, c'est un moment démocratique fort, bien évidemment. Je souhaiterais, moi, qu'on travaille, mais ça sera peut-être pour l'avenir, mais même si on pouvait aider cette année, puisque notre thème est bien autour de la citoyenneté, ça serait vraiment bien qu'on ait un taux de participation élevé pour ces élections, qui sont extrêmement importantes. Mais c'est aussi l'occasion de débattre, c'est aussi l'occasion de présenter des projets contre projets, c'est aussi l'occasion d'échanger les uns les autres avec plus ou moins d'arguments, mais c'est des fois aussi l'occasion de certains défoulements par rapport à ça, par rapport aux élections, aux engagements de chacun. Et je voulais en profiter pour vous redire et vous remercier au nom de tous les habitants de Loire-Othion qui sont majoritairement plutôt, du côté du soutien des élus dans leur mission. Je voulais vous remercier de votre présence, mais surtout de votre engagement, parce que c'est effectivement dans ces périodes troubles où on ne sait plus très bien à quel moment, compte tenu du flot, du flux d'informations en continu, à quel sens se vouer, les élus locaux restent un phare ou quelque chose d'important pour les habitants de nos communes. Et c'est vrai, particulièrement Loire-Othion comme ailleurs. Donc, encore une fois, je sais, pour le vivre avec vous, que c'est pas un rôle simple, on ne fait pas toujours que des heureux, parce que on est amené à faire des choix, et ces choix peuvent à certains moments ne pas correspondre aux choix individuels de chacun. Ce qui nous anime, c'est bien les choix collectifs, les projets collectifs. Parfois, ça s'oppose à des projets individuels, et c'est à nous de faire la part des choses. Donc le préfet insiste bien, monsieur le préfet insiste bien sur le fait que les services de l'État sont hypersensibles effectivement aux agressions que pourraient subir les élus dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il ne faut pas hésiter à lui faire remonter les choses. Je pense qu'on n'en est pas là à Loire-Othion. Néanmoins, voilà, on est une commune importante avec une population qui est à 16 000 habitants, 16 200, c'est ça, au dernier recensement, là, ces jours-ci, 15 900. Ah, j'étais un peu trop rapide, mais c'était en 2019, voilà. Donc, je voulais vous retransmettre tout ça. Je voulais aussi envoyer des messages un peu plus personnels, mais les partager avec vous. Je l'ai fait pour certains, c'est pas pour d'autres. Myriam Béranger, notre collègue, a enterré son papa ce matin, ou cet après-midi. C'est toujours un moment délicat. Marilyn Tessier est absente aussi ce soir, on le verra, Michel me donnera après les pouvoirs. Elle a perdu sa sœur de maladie, mais quelqu'un qui avait 65 ans, donc j'y suis particulièrement sensible. Et puis, on a été, nous, collectivité, durement touchés par le départ de Christelle Abjean. Christelle Abjean était agent à Loire-Othion et agent au service de la cantine du restaurant scolaire, voilà, de Cornay. Elle était connue parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle est agent à Cornay et à Loire-Othion, et elle a été hospitalisée et emportée par une maladie qu'elle développait depuis un certain temps sans le savoir, en une dizaine de jours, et quelqu'un qui était jeune, 48 ans. Donc la collectivité dans l'ensemble est touchée, et donc je voulais par cette occasion aussi assurer sa famille, mais assurer aussi tous les agents de notre présence à leur côté. Je sais qu'il y a aussi
des agents de Loire-Othion qui ont perdu des proches dans toutes ces périodes de fête, et on y est parfois un peu plus sensible, même si tout au long de l'année il n'y a pas de bonne date, mais voilà. Et donc je voulais assurer que ce soit Myriam, que ce soit Marilyn, que ce soit la famille de Christelle Abjean, de notre soutien, de notre respect et de notre compassion. On parlera peut-être enfin, je vous parlerai en quelques mots du dossier de la prison, mais enfin on peut en dire quelques mots pour vous dire que la concertation va commencer, et c'est un sujet qui va être important pour ce premier semestre de l'année 2022, mais je vous en dirai quelques mots en fin de conseil. Voilà, donc en préambule de ce conseil, je voulais surtout, effectivement, comme je vous l'ai dit, vous souhaiter et nous souhaiter une excellente année 2022, une année de travail, une année de réussite, de construction, de rencontres aussi, de réalisation, et puis de bonheur bien évidemment pour chacun, de bonheur partagé collectivement dans la réussite de nos engagements, quels qu'ils soient, au sein de ce conseil et dans l'ensemble de ce conseil, et puis de bonheur plus personnel, de bonheur en famille ou de bonheur avec des amis et de petits bonheurs au quotidien. Voilà, donc avant de passer à l'ordre du jour, je vous redis et je vous souhaite une excellente année 2022. Voilà, le quorum est atteint, parce qu'en plus le quorum est toujours réduit, donc on est largement atteint, il est réduit à un tiers, ça veut dire 16 présents, on est largement au-dessus de ça. Je vais vous donner la liste merci Michel, la liste des pouvoirs. Donc Myriam Béranger me donne pouvoir, Hicham Elbari donne pouvoir à Grégoire Genot, Jeanne Lemoine est excusée, Sophie Leroy est excusée, Patrick Moreau donne pouvoir à Patrick Chartier, Bernard Panefieux est excusé, Bérangère Pauvert donne pouvoir à Émilie Pilar, Audrey Révéreau donne pouvoir à Frédéric Panier, et Marilyn Tessier donne pouvoir à Bernard Aubin. Merci. On va désigner un secrétaire de séance. C'était qui la dernière fois? J'ai plus. C'était Lisa? Qui était la dernière fois? Oui, c'est possible. Marilyn. C'était Marilyn. Christine? Parfait, merci. Christine Damin. Oui, voilà, je reviendrai sur un autre point tout à l'heure. Très bien, donc on va ouvrir cette séance avec l'ordre du jour, bien évidemment, avec l'approbation du compte-rendu de cette dernière séance, qui était le conseil du 7 décembre, où il y avait eu particulièrement la présentation des politiques éducatives et jeunesse, le plan alimentaire agricole de territoire, 2 gros dossiers, vous vous souvenez, ça avait pris un peu de temps, mais c'était des dossiers intéressants et forts pour notre commune. Il y avait eu sur les finances des marchés, les commandes publiques des marchés d'assurance pour la commune et le CCAS, des aménagements de ZAC, de zones, etc. On avait adopté le règlement intérieur des services communes et pour le règlement intérieur des services communes et CCAS. Jacques Ifrani qui avait présenté la mise à jour du tableau des emplois. Et puis, on avait décidé des frais de fonctionnement des écoles publiques de Loire-Othion, et puis quelques rectifications de subventions, on y danse, etc. Voilà. Est-ce que par rapport à ce conseil du mois de décembre, vous avez des remarques ou des demandes de précision ou de correction? Je n'en vois pas. Je vais donc soumettre ce compte-rendu à vos votes. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le compte-rendu est adopté.
les arrêtés pris dans le cadre de la délégation du maire. Donc, j'ai signé un avenant pour une cession partielle d'activité du marché de surveillance du territoire de Loire-Othion. Voilà, on a la société qui s'occupe de surveiller CGS Intervention, là, les rondiers, qui le week-end particulièrement quadrille et circule sur Loire-Othion pour que les choses se passent bien, ils ont changé de société, enfin changé d'appellation, et donc il y a eu un transfert d'activité dans ce cadre-là. Ce sont les mêmes personnes, mais sous un autre nom. J'ai accepté un legs de Madame Barrault, qui a désigné la commune de Loire-Othion comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie pour 199,98 €, mais je crois que ça faisait suite à un autre legs qu'on avait déjà admis avant, qui était de l'ordre de 30 000 €. C'est quelqu'un qui est entre la Boale et la Daguenière, et on a utilisé cet argent, même si, vous le savez, les recettes d'une commune ne sont pas tracées. Néanmoins, c'est une recette qui viendra pour améliorer le quotidien des élèves de l'école de la Daguenière. Donc, un legs. Des autorisations temporaires d'occupation de domaine public. David Grégoire, c'est le LG Burger pour son camion place de la mairie à Brin-sur-Lothion. Idem pour une installation place de l'église à Saint-Mathurin-sur-Loire, c'est la même société. Et une occupation temporaire du domaine public à monsieur ou la société Owen Poisson pour l'installation d'un barnum place Mauget, commune déléguée de Cornay, le dimanche de 8h à 12h30 à partir du 5 décembre pour un an. Donc c'est un étal de poissons, comme son nom l'indique. Et puis une occupation publique temporaire à l'URL Laté pour l'installation d'un distributeur automatique de pain rue de l'Église, commune déléguée de la Boale, à partir du 16 décembre pour 3 mois, mais c'était déjà en cours. Donc voilà, les arrêtés pris dans le cadre de ma délégation. Avez-vous des questions par rapport à ces arrêtés? Non, je vous en remercie. On va donc passer au dossier, et je vais demander à Jackie Franick, voilà, pardon, de nous présenter l'organisation du temps de travail des services, du cycle et modalités. J'en profite, je ne l'ai peut-être pas fait suffisamment dans les vœux, bien évidemment que je souhaite à toute l'équipe de Loire-Othion et ses cadres particulièrement, mais l'ensemble des équipes, une excellente année 2022, qui va être une année particulière puisque nous sommes en recrutement d'un ou d'une directrice ou d'un directeur général des services, qui a des changements importants. Donc je pense au directeur des services techniques qui va partir sur Angers-Loire Métropole et qui sera chargé de notre secteur. Donc ça veut dire qu'on le perd et à la fois on le garde sur certaines activités, donc c'est plutôt bien, mais on est en train de restructurer les choses pour que ça se passe bien à ce niveau-là. Mais ça va être une année particulière, et donc j'en profite pour remercier à la fois les cadres de direction. Il y a un triumvirat qui ne remplace pas la directrice qui n'exerce plus sa fonction, mais qui assure l'ensemble des tâches liées. Il y a Stéphane Tétiot, directeur général adjoint, qui assure comme d'habitude la partie juridique, mais plus. France Castet, et on va en reparler tout de suite, donc pour tout ce qui est du personnel et plus, et Karine Chevalier, qui a été recrutée il y a quelques mois. À tous les trois, ils se partagent effectivement les tâches, les slip. Je les en remercie bien évidemment. Et avec un petit clin d'œil sur les RH, et donc c'est France Castet qui en est la directrice, pour leur réactivité par rapport à une demande du maire et des équipes et des adjoints, qui était qu'effectivement on revoit rapidement, alors qu'on avait un peu toute l'année pour le faire, qu'on revoit rapidement l'organisation du temps de travail de manière à ce qu'on propose dès le 1er janvier
dès maintenant, une nouvelle organisation de travail pour l'ensemble des salariés de Loire-Othion, une nouvelle organisation basée sur plus de souplesse dans le choix des modes de travail et plus justement de choix possibles dans la façon d'exercer son emploi, avec aussi, je l'espère, des conditions meilleures, donc plus d'engagement aussi du personnel. Et encore une fois, ce travail, Jackie va en reparler, mais qui a été fait en co-construction, a été fait dans un laps de temps court, mais avec une grande écoute de la part des services et des élus sur les besoins et les attentes des salariés, et un résultat qui, je pense, est à la hauteur de mes attentes de maire, de nos attentes, et qui, encore une fois, je crois, permet d'avoir un dialogue, ce qui était déjà le cas, mais un dialogue apaisé avec les salariés, et surtout sur des bases nouvelles, mais saines, et qui permettent, encore une fois, ce qui est notre projet à travers la ville citoyenne, un engagement des salariés dans les réponses à apporter aux habitants, dans ce qui justifie l'essence même de la fonction publique territoriale, mais le service aux habitants. Voilà. Jackie, je t'ai déjà bouffé une partie de ce que tu vas dire, mais je te laisse la parole. Donc, Jackie Fradique. Merci. Monsieur le maire l'a rappelé, il a souhaité, et nous avons souhaité collectivement, donner un peu plus de souplesse à l'organisation du temps de travail à Loire-Othion, afin que les agents de la collectivité bénéficient de conditions de travail leur permettant, tout en assurant un service public de qualité, de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Cette réforme importante s'intègre également dans un cadre législatif qui impose à l'ensemble des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2022, de respecter une durée annuelle de temps de travail fixée à 1607 heures pour un équivalent temps plein. Je vais donc vous exposer les points essentiels de ce nouveau dispositif. Tout d'abord, le contexte. Donc, la durée annuelle du temps de travail dans les collectivités est fixée à 1607 heures pour un équivalent temps plein par la loi du 3 janvier 2001. C'est très ancien. Mais cette loi permettait toutefois aux collectivités de déroger à cette disposition en les autorisant à maintenir les régimes de temps de travail mis en place antérieurement à son entrée en vigueur. Cependant, une nouvelle loi en 2019, qu'on a appelée la loi de transformation de la fonction publique, vient mettre un terme à cette dérogation et impose l'application des 1607 heures à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, tous les congés accordés réduisant la durée du temps de travail effectif sans base légale ou réglementaire ne peuvent plus être maintenus. La presse, d'ailleurs, si vous lisez la presse ou si vous regardez les chaînes d'infos, se font écho largement des négociations qu'il y a actuellement en cours dans la plupart des grandes villes françaises pour l'application de ces 1607 heures. La situation actuelle. Actuellement, le temps de travail à Loire-Othion est de 1593 heures. On n'est pas très loin, vous le reconnaîtrez, des 1607 heures. Pourquoi 1593 heures? Parce qu'en fait, on a découvert qu'il y avait la non-réalisation de la journée de solidarité instaurée en 2004. Et puis, il y a aussi l'application de la journée de congé supplémentaire au titre de la journée qu'on appelle journée du maire. Concernant les services techniques, le temps de travail est de 1577 heures, du fait de l'ajustement entre la haute et la saison basse qui conduit à ne réaliser que 16 heures. Donc, la réalisation des 1607 heures, pour organiser les 1607 heures, la collectivité va donc fixer la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux en définissant les modalités d'organisation du travail selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Ces règles sont donc définies par l'organe délibérant, c'est l'objet de la réunion de ce soir, après avis du comité technique, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle et qui peuvent varier entre le cycle hebdomadaire et un cycle annuel. L'organisation du temps de travail, donc le décompte du temps de travail, s'effectue sur l'année. La durée annuelle de travail ne peut pas excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. Les cycles peuvent varier en fonction de chaque service et de la nature des fonctions exercées, car il n'est pas facile, si vous voulez, dans une collectivité comme Loire-Othion, d'harmoniser l'ensemble de ces dispositions.
Donc, soit un cycle régulier ou hebdomadaire, soit un cycle annualisé pour les services avec des périodes d'activité différentes tout au long de l'année. On parle alors de cycle annuel. À Loire-Othion, le temps de travail des agents du service éducation est fixé selon un cycle annuel établi sur la base de 1607 heures, concentré principalement sur 36 semaines qui correspondent aux périodes de vacances scolaires. Et si vous vous rappelez, le régime, si vous voulez, du temps de travail du service éducation avait été vu ici en juin dernier pour application au 1er septembre. Une partie des heures de ce service peut également être réalisée sur les périodes de vacances scolaires correspondant aux périodes scolaires. Ce cycle annuel permet de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et de les libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Il favorise également le maintien d'une rémunération lisse, identique tout au long de l'année, y compris pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Les autres services de Loire-Othion sont quant à eux basés sur un cycle de travail hebdomadaire. Alors là, le tableau qui suit vous rappelle le cadre légal, si vous voulez, du temps de travail et comment on aboutit aux 1607 heures. Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail, dès lors que la durée annuelle du travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées. Je ne vous fais pas le détail, vous voyez, nombre de jours annuels 365 jours, on déduit effectivement les repos hebdomadaires, les congés annuels. On arrive à un nombre de jours travaillés, et un nombre de jours travaillés qui est égal au nombre de jours multiplié par 7 heures. On déduit après la journée de solidarité pour arriver à un total de 1607 heures. Un petit rappel sur l'aménagement du temps de travail qui doit, en toute hypothèse, respecter les garanties minimales reprises ci-dessous. Durée maximale hebdomadaire, 48 heures, heures supplémentaires comprises. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que, normalement, un agent ne peut pas, au cours d'une semaine, travailler plus de 48 heures, ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée maximale quotidienne ne peut pas être supérieure à 10 heures, l'amplitude maximale de la journée supérieure à 12 heures, le repos minimum journalier doit être de 11 heures, et le repos minimal hebdomadaire, 35 heures, dimanche compris en principe. Une pause, 20 minutes pour une période de 6 heures. Et le travail de nuit, là aussi, c'est pour la période comprise entre 22 heures ou 5 heures, ou sur une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures. Je vous rappelle enfin que pour des raisons d'organisation, si vous voulez, de fonctionnement des services, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d'instaurer des cycles de travail distincts en fonction des services. Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune reste donc à 35 heures. Mais une durée supérieure générera des RTT afin de respecter le cadre des 1607 heures. En fonction de la durée hebdomadaire de travail, les agents pourront lui bénéficier de jours de réduction de temps de travail conformément à la loi. À ce stade, et ce n'est pas dans les slides, mais il convient de préciser que je voulais un petit peu vous faire un état de la méthodologie retenue pour parvenir aux résultats que je vais vous exposer par la suite. En effet, ils sont le fruit d'une étroite concertation, comme l'a rappelé le maire, qui s'est tenue avec les directeurs, les agents, les représentants du personnel, et concertation qui s'est déroulée de manière très active au cours du dernier trimestre. Début octobre, il y a eu la mise en place d'hypothèses par l'équipe projet. Ensuite, du 5 octobre au 14 octobre, on a rencontré les encadrants pour évaluer les points forts et les points faibles des hypothèses et présélectionner les options réalistes. Ensuite, et là c'est très important, entre le 18 et le 21 octobre, il y a eu des ateliers agents, c'est-à-dire qu'on a absolument consulté les agents. 74 agents ont accepté de participer à ces ateliers où ils ont examiné le retour sur l'intérêt et la faisabilité des hypothèses qui avaient été avancées par l'équipe projet. Il y a eu un copil pour les arbitrages le 29 octobre et le 8 novembre, une réunion technique préparatoire au comité technique pour présentation des hypothèses retenues et des échanges, et enfin, un comité technique s'est tenu le 9 décembre. Vous voyez bien qu'on était sur une période et un temps extrêmement contraints. Et au cours de ce comité technique du 9 décembre, les représentants du personnel ont émis un avis favorable à la réforme que je vais vous exposer. Ensuite, M. le maire a souhaité effectivement communiquer à la suite du CTC à l'ensemble des agents des dispositions qui allaient vous être proposées ce soir.
Donc je reprends le cours voilà. Donc les cycles de travail... je pense que, oui, voilà. Alors, au-dessus, plusieurs cycles de travail. Donc, un cycle annuel sur la base de 1607 heures pour les agents du service d'éducation, on n'y revient pas. 3 cycles hebdomadaires sur la base des 1607 heures ouverts aux autres services. 35 heures, 37h30, 38 heures. Et on va vous le détailler. Et ces cycles de travail seront ouverts aux agents selon des modalités différentes pour répondre aux nécessités de service. Concernant les services techniques, ils feront l'objet d'une expérimentation pendant 18 mois pour laisser la possibilité d'ajuster si besoin, parce que les services techniques, on a des périodes basses, des périodes hautes, des hautes saisons et des basses saisons, c'est assez compliqué. Donc voilà, le service éducation, on n'y revient pas, cycle annualisé sur 1607 heures, donc qui ne génère pas de RTT, mais ça avait été vu dès le mois de juin. Après, pour la direction générale, la comptabilité, finance, marché public, l'informatique, je parle des services, services communication, les ressources humaines, l'urbanisme, la lecture publique. Et je les cite parce que c'est quand même important. Guichet unique, sauf la PC d'Andar, mais on y viendra tout à l'heure. Service administratif, service éducation, service administratif des services techniques, service ingénierie et bâtiments services techniques, patrouilleurs et référents parc auto. On part sur un cycle annualisé les agents auront le choix entre rester à 35 heures et ne pas bénéficier de RTT, c'est un choix, ou de passer à 37h30 et ils bénéficieront de 14 jours de RTT, enfin plus exactement de 15 jours, moins 1 pour la journée de solidarité que l'on est obligé d'appliquer. Pour les services techniques, équipe, espace public et logistique, 35 heures en saison basse, 14 semaines et 39 heures en saison haute, 38 semaines. Cela va générer 16 jours de RTT, toujours moins 1 pour la journée de solidarité. Les directeurs, les adjoints de direction, les directeurs adjoints et les chargés de mission stratégique seront sur un cycle de 38 heures qui leur fera bénéficier de 17 jours de RTT, donc 18 moins 1. L'agence postale d'Andar restera sur 35 heures, pas de RTT, mais là, on a un peu fait du sur-mesure, vous le verrez après, on a vraiment fait du sur-mesure en fonction de ce que souhaitaient les agents. C'était à la demande de l'agent qui souhaitait rester sur la base de 35 heures sans bénéficier de RTT. En ce qui concerne les apprentis, parce qu'on a voulu vraiment tout prévoir, les contrats aidés, les agents contractuels temporaires, les remplaçants, les renforts saisonniers, ça sera soit 35 heures sans RTT, soit le régime de 37h30, à l'appréciation du responsable hiérarchique de l'agent. Ce qui me semble un peu logique dans la mesure où on a affaire à des apprentis. Les modalités de mise en œuvre des cycles de travail. Donc les horaires de travail seront définis en accord avec l'autorité territoriale, après validation par le supérieur hiérarchique direct sur la base des souhaits exprimés par l'agent. Ils devront respecter des bornes journalières du lundi au samedi, des bornes horaires 8h, 18h30, avec un dépassement possible pour les médiathèques en fonction des heures d'ouverture, des horaires d'embauche définis, et donc là, c'est là où c'est vraiment, enfin, pour moi, je considère que et nous considérons que c'est vraiment un plus, entre 8h et 9h, qu'on avait des gens qui, par exemple, prenaient le train, mais le train n'arrivait qu'à 8h15, et leur horaire de travail commençant à 8h, ils ne pouvaient pas arriver à 8h15. Là, il y a quand même une grande souplesse, puisque les horaires d'embauche pourront se faire soit, vous l'avez vu, 8h, 8h15, 8h30, 8h45, 9h. Et bien évidemment, les horaires de débauche, entre 16h30 et 18h30, alors 16h30, 16h45, 17h, 17h15, 17h45, 30, 18h, 18h15, 18h30. Une pause méridienne de 45 minutes, ça c'est le minimum, je veux dire, c'est le minimum autorisé par la réglementation, ou 1 heure, sauf le service bâtiment, 45 minutes ou 1h30, c'est suite à leur demande. Les jours travaillés dans le cas de demi-journée par semaine, pas de restriction particulière sur le jour choisi, sous réserve des nécessités de service, et possibilité d'une journée non travaillée par quinzaine sous réserve des nécessités de service. Alors pour le service, c'est là où je vous dis vraiment que c'est un travail, c'est du sur-mesure. Pour l'équipe logistique, le jour non travaillé mercredi, par journée, tous les 15 jours. Oui, en fait, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand même essentiel, l'ensemble des agents a souhaité rester sur un rythme de 4 jours et demi par semaine. On avait bien dans les hypothèses de travail, on avait mis sur la table l'hypothèse, le fait de pouvoir travailler 5 jours aussi par semaine. Mais l'ensemble, alors c'est peut-être une habitude, c'est peut-être le fruit aussi de l'histoire sur la Rotion, mais l'ensemble des agents a souhaité rester sur la base de 4 jours et demi de travail.
Alors, toujours dans mon idée de sur-mesure, après l'équipe logistique, pour l'équipe espace public et bâtiment, le mercredi ou le vendredi par quinzaine, avec dérogation possible, une demi-journée par semaine sous réserve des nécessités de service. Une fois par an, donc, l'agent émettra des vœux sur les horaires journaliers souhaités et son responsable hiérarchique, représentant de l'employeur, les validera en fonction des souhaits exprimés par l'ensemble de l'équipe et des nécessités de service. Des adaptations pourront être nécessaires pour répondre aux contraintes de service, car on n'oublie pas qu'au final, on a toujours quand même cette notion de service. Pour les équipes assurant des fonctions d'accueil, vous comprendrez, c'est assez logique, les agents devront embaucher au minimum 15 minutes avant l'heure d'ouverture au public et pourront débaucher au plus tôt 15 minutes après l'heure de fermeture. Des modulations d'horaires seront possibles pour les agents amenés à participer régulièrement à des réunions en soirée et ainsi éviter le cumul d'heures supplémentaires. Parce que je vous ai rappelé tout à l'heure, le maximum d'heures supplémentaires qu'on pouvait faire par semaine, ça, on tient absolument à ce que ça soit respecté. Donc on verra peut-être pour éviter le cumul des heures supplémentaires que les agents, par exemple, décalent l'heure d'embauche pour intégrer le temps de réunion dans le temps de travail journalier. Pour l'année 2022, on a tenu compte aussi du fait que des gens sont déjà engagés. Enfin, il y aura la future rentrée en septembre. Il peut y avoir aussi des problèmes de famille, de garde alternée, etc. pour laisser un petit peu le temps aux agents de se retourner. Pour l'année 2022, ils auront la possibilité d'émettre leurs vœux en début d'année et en septembre 2022. En 2023, ils auront la possibilité de n'émettre les vœux qu'en début d'année 2023. Les jours de RTT devront être anticipés pour moitié, au même titre que les congés annuels. Ça, c'est dans un souci d'organisation optimum des services. Enfin, pour l'autre moitié, les agents, sous réserve de nécessité de service, pourront poser des RTT pour satisfaire à tous leurs besoins. Les modalités de suivi et de contrôle, les responsables hiérarchiques sont garants du respect des modalités de travail retenues et des horaires, avec comme postulat que les agents sont respectueux du cadre tel qu'il est défini. Un bilan sera dressé après une année d'exercice de ce nouveau cadre de temps de travail, début 2023, pour identifier les améliorations qui pourraient être utiles. Un bilan d'étape sera réalisé, il y a une faute, avec les services techniques. Non, il n'y a pas de faute. Non, d'accord, c'est sur mon papier. Dès septembre 2022 pour anticiper les ajustements à prévoir le cas échéant. Et à ce stade, et avant de répondre à votre question, je voulais préciser une chose. Le nouveau cadre du temps de travail est différé pour les résidences autonomie. Vous n'ignorez pas que les résidences ont un mode de fonctionnement différent et un peu compliqué, avec des horaires de travail de nuit, en soirée, le dimanche, etc. Et on se donne un petit peu de temps, on va revoir le régime du temps de travail pour les résidences autonomie au cours du premier semestre, et donc nous reviendrons vers vous, ou via le CCAS, sur cette réforme du temps de travail. De même, petite précision, nous engagerons au cours de ce premier semestre des discussions sur le télétravail, sujet d'actualité en plus, sur le compte épargne-temps, sur les astreintes, sur les heures supplémentaires, sur les autorisations spéciales d'absence, bref, pas mal de travail, mais toujours en étroite concertation avec les représentants du personnel. Et j'en profite pour remercier effectivement, comme l'a souligné Monsieur le maire tout à l'heure, l'équipe des ressources humaines qui, dans un temps assez restreint et contraint, ont mené de bout en bout cette réforme qui vous est exposée ce soir. Merci, monsieur l'adjoint. Donc, je vais vous laisser la parole. Juste une précision, parce que tout à l'heure, peut-être, Jackie l'a expliqué, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Effectivement, les services techniques travaillent sur des bases de 4 jours et demi par semaine. Donc, ils ont une journée de récupération tous les 15 jours. C'était le fameux mercredi ou le vendredi, en alternance en fonction des choix, des choix faits. Ça n'empêche pas qu'après, ils puissent, en fonction des possibilités, poser leur récupération de temps de travail. Donc, encore une fois, un beau dossier, passionnant, qui a mobilisé et les élus et les services, avec un dialogue social de grande qualité. Les objectifs, Jackie les a rappelés, répondre à la loi des 1607 heures, mais donner de la souplesse dans le travail, tu l'as expliqué pour les horaires, et comment les gens peuvent calculer leur journée de travail, et puis donner plus de souplesse sur les congés ou les temps de récupération. Ça
permet aussi, et je pense que c'est important, de bien remettre à sa vraie place le rôle du manager, parce qu'effectivement, tout ça repose sur les managers de proximité qui décideront, avec les salariés dont ils ont la responsabilité, le rythme de travail. Tout le monde ne peut pas arriver à 8h30 ou 9h. Il y a des services où obligatoirement il y aura quelqu'un à 8h le matin, mais les autres peuvent arriver différemment. Donc on espère et on est sûr que ça va créer de la solidarité entre agents, parce que justement du respect de chacun, des possibilités de chacun en fonction d'enfants, pas d'enfants, etc. On introduit de la souplesse par rapport à ça. Et puis comme tu l'as dit, le dossier, mais je pense qu'on se voit très vite sur le dossier du télétravail, qui n'est pas mince, puisqu'il y a à la fois comment Loire-Othion veut aborder le télétravail dans l'avenir, mais l'obligation, la recommandation et l'obligation de l'État de mettre le maximum de gens en télétravail, ce qui n'est pas tout simple. Mais encore une fois, là, les services font preuve de réactivité et surtout, c'est pas la première fois. Donc, matériellement, les choses sont beaucoup mieux prévues que dans le passé, qu'il y a 2 ans, bien évidemment. Donc ça, c'est plus facile et c'est des choses qui sont déjà en cours et qui vont s'accélérer, puisque c'est une demande de l'État de faire que les gens, les salariés qui le peuvent, les agents qui le peuvent, puissent travailler au moins 3 jours en télétravail, 3 sur 4, quoi. Donc ça va pas être neutre comme mise en place, mais on y travaille. Voilà. Merci Jackie. Vous avez la parole pour demander des précisions par rapport à ce dossier. Catherine Albert. Oui, bonsoir. J'aurais aimé avoir une petite précision, c'est par rapport au guichet, l'accueil en mairie, notamment pour les APC. Est-ce qu'il a été évoqué éventuellement pour que ça puisse être le soir et donc pour le coup, une extension éventuellement jusqu'à 19h? Parce que là, je vois que c'est jusqu'à 18h30. Donc, est-ce que ça a été évoqué ou pas du tout pour l'instant? Non, ça n'a pas été évoqué. C'est un sujet qui va être abordé dans le cadre un petit peu de, comme on l'a dit, de France Service et de la réforme un petit peu des guichets uniques. Je pense que ce dossier sera, je parle sous le contrôle de la DRH, mais je pense que ce dossier sera examiné à ce moment-là. Et on n'a pas perdu de vue, ce point, effectivement. Patrick Chartier. Oui, sur l'aménagement des horaires, notamment horaires d'arrivée et de départ, ce qui est une bonne chose, effectivement, pour l'organisation familiale, entre autres, et notamment au travers des trajets de travail, pour se rendre au travail. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas des services sur lesquels on risque d'amener un peu de difficultés de gestion? Je pense notamment à certains services, notamment techniques, qui travaillent par équipe, et ces équipes qui, par nature, sont censées être arrivées aujourd'hui, en tout cas, à des horaires qui correspondent à chacun de l'organisation, et qui fait que l'équipe est en mesure de pouvoir partir à un horaire précis, travailler. Aujourd'hui, si on a dans cette équipe de travail un agent qui arrive, alors j'ai perdu les horaires, mais je vais me dire 8h30 et un autre qui arrive à 9h15, qui va gérer cette organisation? Est-ce qu'on ne prend pas un léger risque de désorganisation, de mise en place le matin, voire le soir? Et la deuxième question, c'était, et moi je suis très favorable aux propositions qui sont faites, parce qu'on a tous profité, ou certains en profitent encore, de ces aménagements, et c'est très bien, mais est-ce qu'il est prévu, par exemple, avec le CTE, d'avoir un point d'étape dans un an en se disant aujourd'hui, ce qu'on a mis en place et ce qui avait été convenu fonctionne bien. Aujourd'hui, on constate des anomalies, on constate une mauvaise appréciation de la responsabilité de chacun. Voilà, ma question, c'est est-ce qu'il est prévu aussi un point d'étape dans un an, pourquoi pas? Jacques Franique. Sur le dernier point, je l'ai précisé, on fera effectivement des points d'étape. Et pour les services techniques, il y aura effectivement une expérimentation. On considère qu'on est en expérimentation et on refera un point d'étape chaque année, de toute façon, sur le fonctionnement de ce nouveau système. Il n'y a pas de problème. Sur les services techniques,
effectivement, tu as raison, Patrick, l'arrivée différée ne pourra pas se faire pour les services techniques, puisqu'ils travaillent en équipe et ils ont souhaité continuer à travailler en équipe. Donc, ça s'applique, ces horaires différés, essentiellement pour les services, j'allais dire, administratifs, où c'est beaucoup plus simple. Bon, voilà. Y a-t-il d'autres demandes de précision ou des questions? Je n'en vois pas. Je vais donc vous proposer la délibération. Et donc, je vous propose d'adopter les nouveaux cycles de travail du personnel de la commune de Loire-Othion et de valider que ces cycles de travail entreront en vigueur au 1er janvier 2022 et de m'autoriser à signer les démarches nécessaires pour une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il y a 2 déports qui ne voteront pas. Pour le reste de l'ensemble du Conseil, je vous propose de lever la main. Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Donc merci. Et je pense que c'est un beau message à envoyer au personnel, bien sûr, hein, aux agents de Loire-Othion. Merci Jackie Franick. Prise en charge. Oui, voilà, je cherchais, pardon. Prise en charge des frais de dépistage Covid pour des agents non vaccinés. Et je vais laisser la parole à Grégoire Genot. Non, c'est moi. C'est moi. C'est la fourrière. Tu vois, ton intervention de ce matin m'a marqué. Donc, voilà. Non. Non, excusez-moi, je peux laisser la parole à Grégoire. Jackie Franick. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bon, c'est un petit dossier, hein, je vais vous expliquer. À l'automne 2021, en pleine, quand il y a eu la recrudescence du Covid, et au délai de traitement rallongé par la CPAM pour identifier les cas contacts, la collectivité a choisi exceptionnellement de faire tester l'ensemble des agents du service technique suite à plusieurs agents déclarés positifs simultanément. Et dans l'après-midi, le directeur des services techniques a demandé à l'ensemble des agents de se faire tester. Alors, pour les agents vaccinés, ça ne posait aucun problème, hein, vous connaissez le système. Par contre, parmi les gens que l'on a envoyés se faire tester, il y avait 4 agents qui n'étaient pas vaccinés et donc qui ont engagé les frais de test de dépistage du Covid. Et il vous est proposé ce soir de prendre en charge exceptionnellement ces dépenses sur présentation des justificatifs de paiement par les agents. Donc je me répète, ça concerne 4 agents avec un coût donc 4 fois 25 €, je crois, ça fait un coût financier de 100 €. Donc comment dirais-je, on vous demande d'autoriser la prise en charge financière de ces frais de dépistage des tests Covid pour les agents du service technique qui n'étaient pas vaccinés et sur présentation des justificatifs de paiement. Je précise qu'il n'y avait pas, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation réglementaire pour les agents des services techniques de se faire vacciner. Autant pour les agents, je crois, des résidences autonomie, il y a cette obligation, mais pour les agents des services techniques, il n'y a pas cette obligation. Et là, si vous voulez, c'est suite à une demande de l'administration qu'ils sont allés se faire dépister, et il nous a semblé logique, si vous voulez, de prendre en charge cette somme. Exceptionnellement. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à cette délibération? Jean-Louis Ézéchiel. Oui, moi je voudrais juste intervenir sans jugement par rapport à leur choix de ne pas se faire vacciner, mais je ne trouve pas logique ni normal que la collectivité prenne en charge, suite à un choix personnel qu'ils ont fait de ne pas se faire vacciner, même si ce n'est que 25 €, 4 agents. À un moment donné, ils font un choix, effectivement ils savent le risque qu'ils prennent et à partir de là, ils assument la charge financière. Je me répète, hein,
je comprends votre position si c'était de leur propre volonté qu'ils soient allés se faire dépister. Mais là, en fait, c'est à notre demande, en fait, c'est à la demande de Loire-Othion, enfin, à la demande du directeur du service, qu'ils sont allés se faire dépister en urgence dans l'après-midi. Donc, il nous a semblé logique, voilà, de le prendre en charge, comme je le répète, à titre tout à fait exceptionnel. Madame Vial. Oui, juste pour répondre, il me semble quand même que, dans le sens de Jackie Franick, qu'il y a nécessité d'assurer, comme c'est dit, la continuité du service public. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même continuer, malgré les positions de chacun ou la façon dont on perçoit les choses, chacun d'entre nous, de pédagogie plutôt que de système, je dirais, ou d'une pratique autoritaire. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Je soumets donc cette délibération au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Une. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et cette fois-ci, je vais donc passer la parole à Grégoire Genot pour une convention de mise à disposition de services relatifs au service commun de l'accueil des véhicules en fourrière. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, à ceux que je n'ai pas vus, bonne année. C'est une délibération de convention de mise à disposition des services au service commun de l'accueil des véhicules en fourrière. Monsieur le maire, au titre de son pouvoir de police, peut être amené sur son territoire à procéder à la mise en fourrière de véhicules, et ce, dans les conditions prévues par la loi. Comme vous le savez, à Loire-Othion, nous n'avons pas de fourrière, donc considérant les possibilités de services communs entre les communes et la ville d'Angers disposant des capacités techniques pour assurer la garde des véhicules, une entente intercommunale avait été créée. Je ne vous relis pas les articles de loi correspondants, mais ceci afin de mettre à la fourrière à la disposition d'autres communes. Dans ce cadre, la ville d'Angers assure la garde, la restitution, la destruction ou la revente au service des domaines des véhicules mis à la fourrière, assure la gestion du service dans le souci d'assurer la sécurité, le bon fonctionnement, la continuité, la qualité du service public, ainsi que l'égalité de traitement de tous les usagers. Perçoit directement auprès des propriétaires des véhicules enlevés les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et éventuellement de destruction. Facture à la commune un forfait relatif aux frais de gestion. Il est proposé de renouveler pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 la convention plateforme qui formalise le règlement et le fonctionnement de la fourrière dans le cadre de l'entente intercommunale. Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer la convention plateforme du service pour la fourrière véhicule, d'imputer les dépenses au budget concerné des exercices 2021 et suivants. Le conseil est amené à se positionner sur cette position. Juste en aparté, vous savez que les véhicules dits épaves sont une véritable calamité sur Loire-Othion. Et juste pour information, comme vous le savez, sur le parking de la station U de Brin, vous en avez 3-4 qui sont vraiment dans un état pitoyable. Oui, je sais. Alors, je veux dire qui était, pardon. Et en fait, c'était un parking privé, mais conventionné aussi avec le département. Donc, même si la commune s'est un peu mêlée afin de les faire enlever, néanmoins, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que quand un véhicule est abandonné, tant que la carte grise est en circulation, c'est très compliqué, parce qu'il faut retrouver le propriétaire. Et c'est très compliqué à faire enlever, et avec un code général de fourrière, ça va normalement être plus simple. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention par rapport à cette mise, à cette disposition? Patrick Chartier. C'est titre informel, pour tout le monde peut-être, mais lorsqu'il y a un enlèvement comme ça d'un véhicule pour être emmené à la fourrière, tu présentais, Grégoire, ceux notamment sur la zone de la Perrière au Super U, il y a un coût, j'imagine, et ce coût il est supporté par qui? Alors ça dépend. En fait, là, dans ce cadre-là de la Perrière, c'est pas la commune, c'est le Super U
ou le département en accord avec lui. Sinon, en règle générale, si on arrive à retrouver la carte grise du propriétaire du véhicule, c'est à sa charge. Après, c'est le Trésor public qui se charge de récupérer la somme, et généralement, ils y arrivent plutôt bien. Voilà. Parce que sur notre territoire, je crois qu'on a malgré tout encore au moins un, sinon plus, véhicule qui est stationné depuis. Je pense qu'il doit être même commencer à être attaqué par la verdure. Alors, je pense qu'il est sur un chemin communal. Est-ce que du coup, ce véhicule-là, on n'est pas en mesure de l'enlever ou bien parce que s'il est brûlé ou si on ne trouve pas la carte grise, c'est inéternable. C'est celui qui est rue de la Fontaine, oui, quelque chose comme ça. Oui, ouais. Alors lui, il est très compliqué parce qu'on a plus de traces sur le châssis en fait. On n'a plus aucun numéro. Et donc on est en train de chercher en fonction des véhicules qui ont été volés qui ressembleraient. Enfin, c'est une histoire d'experts d'assurance et de gendarmerie. Ça met un peu de temps, mais ça finira par aboutir. Il finira par être enlevé. Mais là, par contre, il y a de grandes chances que ce soit nos frères. D'accord. La difficulté étant, comme l'a sous-entendu Grégoire, que si nous prenions l'initiative de faire enlever certains véhicules, et à certains moments, très honnêtement, on en a très envie, et nos services sont tout à fait capables de le faire, si après la personne se retourne auprès de nous, on pourrait être accusé d'avoir volé le véhicule. C'est la loi est la loi, et donc il faut vraiment qu'on ait toutes les garanties, une plainte dans la gendarmerie, le propriétaire du véhicule, et après on peut, comme l'a expliqué Grégoire, la fourrière facture à la personne l'enlèvement et la récupération du véhicule. Voilà. Oui, pardon, Philippe Fénard. Simplement un point, parce que c'est marqué pour les exercices 2021 et suivants. Il y avait une coquille sur le... Merci Philippe. Voilà, pas sur le diaporama, mais sur le document. Ah oui, on n'est encore pas habitué tout à fait à fonctionner avec 2022. Merci. À cette précision donnée, je soumets cette délibération à vos voix. Y a-t-il des oppositions? Des votes, des abstentions? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Je vais donc maintenant passer la parole à Frédéric Panier, adjoint finance, pour une autorisation d'engager, de liquider et mandater des dépenses d'investissement. Merci, monsieur le maire. Donc, première délibération sur le budget 2022. À savoir, dans la mesure où le budget n'est pas voté au 1er janvier, mais ne sera voté que le 5 avril 2022, donc il est important de fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement de la collectivité jusqu'au vote de ce budget. Donc ces dispositions sont prévues par l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc entre le fonctionnement et l'investissement, donc les règles sont différentes en ce qui concerne le fonctionnement. Donc dès lors que le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice, malgré tout, donc monsieur le maire a la possibilité, donc en droit jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider, mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Et par ailleurs, il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Donc ça, c'est pour la partie fonctionnement et la partie investissement sur la partie emprunt. Concernant le reste de l'investissement, donc une délibération express est obligatoire. C'est l'objet de cette délibération. Donc cette délibération a pour but donc de permettre à monsieur le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, mais uniquement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc la délibération qui vous est proposée ici ce soir, donc il est proposé donc au conseil municipal de faire application de cet article donc 1612-1 du Code général des collectivités territoriales et donc de permettre de procéder à liquidation mandatement des dépenses d'investissement et ici dans la limite de 20% des crédits qui étaient ouverts au budget principal 2021. Donc vous avez le détail effectivement des différents comptes d'imputation qui représentent donc un montant total d'autorisation de 1 213 016,20 €.
Donc cette délibération, effectivement, donc c'est Monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser l'engagement, la liquidation ou le mandatement des dépenses d'investissement du budget principal dans la limite du quart des crédits ventilés par article inscrit à la section d'investissement du budget de l'exercice 2021. Donc il y a une coquille également sur le document. Donc de la manière que je vous ai exposé juste avant. Et s'engager à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget primitif de la commune. Le conseil donc amené à se positionner sur cette proposition. Y a-t-il des questions par rapport à cette délibération de forme, encore une fois, de façon à ce qu'on puisse engager les dépenses dès maintenant, avant le vote du budget? C'est habituel, hein, tous les ans. Je n'en vois pas. Je vais donc soumettre cette délibération à votre vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée. Je vais passer maintenant la parole à Daniel Roux pour un ensemble de délibérations sur l'espace public et le patrimoine bâti, avec d'abord une convention de servitude avec GRDF pour une canalisation de gaz sur le groupe scolaire de Corneille. C'est plutôt... Le groupe scolaire. Oui. Oui, c'est toi, Daniel, oui. Pardon? Non, c'est pas grave, je vais le prendre. Ah oui, d'accord, oui, l'espace public, oui. Oui, c'est l'espace public. Oui, vas-y. Moi, c'est urbain. Mais c'est pas grave. C'est donc, je découvre en tant que vous, mais bon, je l'avais lu avant. Donc, la société GRDF régularise donc une convention de servitude, c'est pour le groupe scolaire de Corneille pour l'implantation d'une canalisation de gaz et tous les accessoires sur une parcelle située donc à Loire-Othion, cadastrée 106 AZ numéro 902 auprès du nouveau groupe scolaire. Donc cette parcelle appartenant à la commune, donc il y a une convention qui va être signée avec le GRDF. Les frais liés à cette opération seront à la charge des GRDF et Monsieur le maire donc propose au conseil d'approuver les termes de la convention qui était jointe à la délibération et de l'autoriser ou son représentant à signer tous les documents à intervenir permettant sa mise en œuvre et notamment l'acte de servitude. Merci Monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de précision? La délibération suivante est la même pour l'électricité. Et la même pour Enedis, oui, sur le même secteur. Mais on va les voter une par une. Donc d'abord celle du gaz. Pas d'abstention, pas de voix contre. Je vous remercie. Même chose pour Enedis. Même chose donc pour Enedis sur le même secteur pour l'alimentation du groupe scolaire, du futur groupe scolaire. Par rapport à cette délibération, y a-t-il des remarques? Des demandes de précision? Je la soumets au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Dernier point, la dénomination d'une voie commune donc, de Corneille. Donc ça va encore être plus rapide. C'est une voie donc qui dessert la route des Rimous, qui dessert la zone Acti-Parc à Corneille. Pour laquelle il n'a jamais été passé de délibération depuis un certain nombre d'années. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de régulariser cette dénomination de route qui va permettre de distribuer aux entreprises des numéros qu'ils n'ont pas aujourd'hui pour les livraisons et puis surtout pour la poste. Donc cette route, elle part du rond-point de la route de Sarigné et elle va jusqu'en haut de la zone Acti-Parc à la raquette où est construit actuellement le crématorium. Voilà, c'est celle-ci. Les panneaux sont en place depuis un certain nombre d'années, mais la délibération n'a jamais été prise. Y a-t-il des demandes de précision? Non. Des questions? C'est notre dernière délibération, on va donc la faire à l'envers. Qui est pour dénommer cette route des Rimous? On va pas changer de nom. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il en sera fait ainsi. Bien. Nous avons terminé la partie délibération. Nous allons passer aux questions diverses et informations diverses.
Je vais passer la parole aux personnes qui la demandent, et je crois qu'il y a quelques demandes d'intervention. Claire Vial pour faire un petit point rapide sur la rentrée et comment nous gérons ensemble les nouvelles mesures et le nouveau protocole. Alors, sur le Rothion, la situation à ce jour est gérable pour le moment, mais nécessite toute notre attention et la vigilance également des personnels enseignants de l'éducation. Un protocole qui est suivi et qui est également l'objet d'une pédagogie pour rassurer les parents, parce que c'est pas forcément toujours très clair. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu quelques cas contacts sur les agents, mais ceux-ci continuent et viennent travailler. Quelques situations également chez les enseignants, d'enseignants absents. Je ne citerai pas la commune, c'est pas forcément l'objet, mais avec le renvoi des enfants, puisque je vous rappelle qu'il faut respecter le non-brassage. Là où la situation pour, je dirais, la collectivité est la plus délicate, c'est surtout en matière de restauration, puisque la commande des repas est anticipée et que bien souvent, des enfants ne sont pas là, et donc ça pose quelques problèmes et ça va bien sûr à un moment donné impacter, je regarde Frédéric, voilà, une situation qui n'est pas facile à gérer. Ça n'est pas le cas forcément dans les établissements tels que du secondaire, tels que les collèges ou les lycées, où on peut anticiper puisque les enfants bien souvent s'inscrivent, mais ce n'est pas le cas en primaire où la plupart des jeunes. Voilà pour la situation sanitaire. Il faut essayer de passer avec le plus de sérénité possible cette période quand même difficile. Un autre point également à partager, c'est le questionnaire sur les rythmes scolaires qui sera mis en ligne à partir du 15 janvier, qui fera l'objet d'une communication du service éducation auprès des parents pour leur expliquer un petit peu les modalités. Et, ce questionnaire sera en ligne sur une dizaine de jours et par la suite, à la fin, dès que nous aurons les résultats, ils seront communiqués à la fois aux parents mais également par école, ce qu'avaient souhaité entre autres aussi bien les enseignants que les parents d'élèves, de façon à pouvoir éclairer leur vote lors notamment des conseils d'école qui débuteront à partir, je crois, du 28 février et qui s'étaleront jusqu'au mi-mars certainement. Voilà, dernier point, peut-être laisser à Daniel, qui sera également mis en ligne, le vote, en tout cas, sur le nom du groupe scolaire de Cornet. Oui. Donc, il faut choisir un nom pour le nouveau groupe scolaire. Donc, on a discuté, donc on a proposé à ce que ce soit les familles qui proposent des noms. On en a déjà quelques-uns. Donc, il y a le questionnaire qui a été envoyé sur le portail famille, qui était jusqu'au fin décembre. Donc, on attend le retour des propositions. J'ai pas interrogé encore le service famille parce qu'aujourd'hui ils sont un petit peu la tête dans le guidon avec les problèmes sanitaires. Donc j'ai rencontré Sandrine cet après-midi. J'ai dit que on en reparlerait quand tout serait revenu un petit peu plus calme. Donc voilà. Mais ça sera fait assez rapidement. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Merci Claire Vial, adjointe aux affaires scolaires. Didier Rouget, adjoint aux affaires scolaires. Oui, 12 informations. Vous savez tous que depuis le 1er janvier, c'est ALM qui a en charge
les déchets, les ordures ménagères et tout. Donc, je vous informe, pour ceux qui ne sont pas au courant, que la commune, sur chaque commune déléguée, il y a un point d'apport volontaire supplémentaire qui a été mis dans chaque commune déléguée, où on peut y déposer les verres, les ordures ménagères et le tri. Donc, à Andars, c'est sur le parking de la salle Jeanne de Laval. Bonnet, c'est dans la rue de la Belle-Lumière. Brun, c'est au cimetière. Cornet, c'est parking du restaurateur Séquoia. La Voile, c'est au cimetière. La Dagonnière, c'est au terrain de foot. Et Saint-Mathurin, c'est rue des Ventes. Voilà, donc ces points d'apport volontaire, il est mis à disposition gratuitement à toutes les familles qui ont besoin parce que leur poubelle n'est pas assez grande, donc ils ont des déchets supplémentaires, ils peuvent aller les déposer à tout moment. Et une autre information, cette année sur Loire-Othion, on a décidé de mettre en place la récupération des sapins de Noël pour éviter qu'on puisse les retrouver un peu partout sur le territoire. Alors là aussi, dans chaque commune déléguée, il y a un lieu, et je peux vous dire que c'était mis en place lundi, et ça porte ses fruits. Donc si bien que normalement on avait prévu de le faire jusqu'au 12 janvier, et j'ai vu avec les services techniques ce matin, on va prolonger jusqu'au 31 janvier. Voilà. Et les sapins seront récupérés par les services techniques qui les broieront et qui se serviront du broyage pour mettre sur les massifs fleuris de Loire-Othion. Voilà. Merci Didier, effectivement c'est une bonne initiative que de se préoccuper de la récupération des sapins, et c'est bien que ça puisse se faire dans chaque commune déléguée. Patrick Vrignou, pardon, Patrick Chartier d'abord. Non, j'aurais juste une demande auprès de Didier. Tu viens d'évoquer sur Brun notamment des dépôts volontaires qui sont situés à côté du cimetière. L'apport, enfin en tout cas notamment le ramassage des verres a été positionné sur le parking du complexe. Et alors, en tout cas, à l'endroit où il est positionné, c'est pas bon. Alors, est-ce qu'il est amené à bouger et à aller au cimetière ou à rester où il est? Non, celui-ci, c'est un supplémentaire qu'on a obtenu. Et donc, celui-ci, normalement, c'était pas là. On voulait le mettre sur le parking Jean Chéré. On avait vu avec les services techniques, mais il faut qu'on fasse une plateforme. Donc, pour l'instant, il est mis que provisoirement à cet endroit-là. Il est appelé à se déplacer plus près du complexe. D'accord, parce que là aujourd'hui où il est positionné, il prend à la fois une place de parking d'une part. Pour l'alimenter, il faut marcher sur la pelouse. D'autre part, on commence déjà à avoir quelques bris de verre qui vont sur la deuxième place de parking. Et à l'endroit où il est positionné, c'est tout sauf très joli. Et puis, juste une petite remarque sur le dépôt de sapin qui fonctionne bien, parce que j'ai vu qu'il était bien alimenté. Mon seul regret, c'est qu'il est positionné en obligeant les gens à rentrer par le parking dans le sens unique. C'est-à-dire ils sont obligés de passer sur tout le parking vers l'intérieur. C'est-à-dire que s'ils viennent amener leur sapin au moment où il y a des activités sportives, on amène un risque supplémentaire avec les sorties des enfants. Alors est-ce qu'il ne peut pas être tout simplement légèrement modifié? Ça peut se décaler, il faut voir avec les services techniques, il n'y a aucun souci. Sur les deux parkings qui sont c'est amovible. Latéral, Ce sont que des barrières, c'est amovible. Mais je verrai demain matin avec les services techniques. Et tu fais bien de le signaler. Merci Didier. Merci de ces précisions. Patrick Vrignou. Merci. Juste une interrogation sur le protocole qui est mis en place jusqu'au 23 janvier concernant les activités sportives. Alors, c'est pas sur les jauges, puisque les jauges, c'est 2000 en intérieur et 5000 en extérieur. Par contre, il y a une précision qui est un peu inquiétante pour le foot, c'est que les spectateurs doivent avoir une place assise. Donc, même en extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait appliquer ça? Ben oui, c'est effectivement l'esprit du texte. Donc, on n'a pas de tribune sur nos complexes sportifs. Donc, effectivement, les spectateurs qui viennent voir le foot amènent leurs chaises. Donc, c'est à préciser. Non. Ça va être non, ce sera...
par définition, sans doute des matchs plutôt à huis clos, parce que malgré tout, il faudra que les responsables du terrain s'assurent qu'il n'y a pas de déplacement, au même titre qu'il n'y a pas de buvette, il n'y a rien de... Enfin voilà. Et les précisions seront redonnées le 24 janvier. On peut souhaiter ou espérer que ça s'assouplisse. Actuellement, on est dans cette situation. Tu as raison de le souligner. Ok. Y a-t-il d'autres demandes de parole pour des questions diverses? Oui, pardon, Daniel Lepage, maire délégué de la Daguenière. Juste une question sur les soucis de luminosité, de lumière, des lampadaires. Et c'est toujours le CIEMEL qui doit se charger de la réparation? Parce que Didier, il y avait, je crois, vous deviez rencontrer le CIEMEL, parce qu'on a eu des fois des délais assez compliqués. Oui, on a rencontré le SIML il y a une quinzaine de jours. Alors donc le problème, c'est que le SIML, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, est contraint des délais de livraison de certains matériaux, et notamment tout ce qui est composants électroniques, où il faut entre 10 et 15 semaines de livraison, parce que ça vient de je ne sais où, de Chine ou je ne sais où, et donc là on est confronté à ce problème de livraison, et voilà. Tu as raison, Didier, d'amener ces précisions. Ça permet de rebondir sur un point qui est un vrai souci. La fermeture du passage à niveau sur la route La Boëlle-Brun, qui devait être réouvert au 22 décembre au maximum et qui est toujours fermé pour les raisons que tu viens d'évoquer. Le transformateur a été endommagé par un véhicule. Et la SNCF et les responsables des voies n'arrivent pas à se réapprovisionner. On espère que ça va rentrer dans l'ordre rapidement, mais c'est une véritable nuisance et on s'en excuse particulièrement auprès des habitants, mais surtout des commerçants de Brun, parce qu'effectivement, ce passage qui se faisait naturellement pour aller rejoindre la 347 se fait moins, et les commerces de proximité souffrent d'une façon drastique. Ça permet de dire, Monsieur Jonot, que tu nous invites tous à la boulangerie très prochainement? Oui, Monsieur le maire. Je parle sous le contrôle de Monsieur le maire délégué de Brun, mais effectivement, comme vous le savez, la boulangerie de Brun-sur-Lotion ouvrira ses portes jeudi prochain. Vous pouvez déjà les suivre sur leur page Facebook. C'est la boulangerie Brin-de-Blé. Vous pouvez d'ailleurs aimer la page et je crois participer à un jeu pour gagner des galettes. Voilà. Donc la boulangerie ouvre ses portes à partir de jeudi. Nous avons donc de nouveau... Pardon ? Fermé depuis 2 ans, de mémoire. Hein. Non, 2 ans. Hein. 2 ans, hein. C'est cela. Donc nous avons un nouveau boulanger à Andard et maintenant nous avons de nouveaux boulangers à Brun. C'est vrai que le temps passe vite. Ils ont aussi, eux, des soucis d'approvisionnement de matériel et de menuiserie, dû toujours aux mêmes raisons qu'on a évoquées. Mais ça y est, c'est prêt à ouvrir. On les a visités. Il y aura des articles demain dans la presse. Ils sont déjà prêts. Les visites, mais pour ceux qui connaissaient la boulangerie de Brun, il y a des modifications. C'est pas pareil. Nous avons eu quelques-uns le plaisir de goûter quelques produits en avant-première, parce qu'il faut bien rôder le four et voir ça. C'est tout à fait prometteur et je pense que ça va rendre le service attendu par les habitants de Brun. Et c'est une vraie satisfaction, comme vous le soulignez, monsieur le maire Alain Ornois de Brun-sur-Lotion et Grégoire Genot, une vraie satisfaction de voir un commerce se réouvrir dans la commune de Brun. Avant de clore la séance, je vous en avais parlé en première partie, vous redonnez peut-être quelques précisions sur l'enquête publique qui va donc se dérouler du 18 janvier au 28 février. Donc nous n'aurons pas l'occasion de nous revoir avant. Donc cette enquête publique porte sur le projet de construction d'un établissement pénitentiaire sur le territoire des communes de Trélazé et de Loire-Authion. C'est l'intitulé de cette enquête publique, avec une concertation préalable
Voilà. Donc la concertation, pardon, c'est du 18 au 28, du 18 janvier au 28 février. Il y a des, comment dire, c'est affiché il y a des affiches dans toutes les communes, des petites affiches jaunes. Et puis il y a le document que je vous lis, il est affiché dans la mairie, à l'accueil de la mairie de Brin et à l'accueil de la mairie de Loire-Othion, au bout du pont à Saint-Mathurin. Donc, si je vous donne quelques éléments, mais qui sont sur ce document, octobre 2018, annonce du plan immobilier pénitentiaire et du projet d'un déplacement pénitentiaire d'Angers, ça veut dire un transfert de la prison d'Angers. En avril 21, des études préalables. Septembre 21, le protocole d'accord entre le ministère de la Justice et Angers-Loire Métropole. C'est bien le président d'Angers-Loire Métropole qui a signé ce protocole d'accord avec M. Dupond-Moretti, ministre et garde des Sceaux. Et donc, du 18 janvier au 28 février, c'est la concertation préalable. Au deuxième semestre 2022, on aura le dépôt du dossier de déclaration d'utilité publique en préfecture, comprenant le bilan de la concertation. Et donc, effectivement, c'est la concertation, on en est sur la concertation. L'enquête relative à l'utilisation, à l'utilité publique, se fera en 2023. Et avec la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, enquête parcellaire et de accessibilité. Voilà, ensuite les choses s'enchaîneront jusqu'à un projet qui serait fin 2024 de l'obtention, enfin en 2024 pardon, fin des études, l'obtention du permis de construire et le démarrage des travaux pour une livraison qui se ferait en 2027. Donc il y a 5 rendez-vous qui sont importants, qui sont repris dans des documents qui seront dans toutes les boîtes aux lettres de Loire-Othion. Donc les chiffres clés. Je vous donne les permanences après. C'est une prison de 850 détenus, 50 000 mètres carrés de surface de plancher et un investissement de 130 millions d'euros porté par l'État. Il y a un site internet dont vous aurez l'adresse et les documents seront consultables en mairie déléguée de Brin-sur-Lotion, à Loire-Othion, à la mairie de Loire-Othion, à Saint-Mathurin-sur-Loire, et puis à Trélazé, Saint-Barthélemy-d'Anjou et en préfecture. Donc il y aura des registres et des choses possibles pour écrire. Donc le 25 janvier, il y a une réunion publique à... non, il n'y a pas de réunion publique, mais il y a une rencontre avec les équipes à Saint-Barthélemy d'Anjou, le 25 janvier à Trélazé, le 26 janvier de 9h à 12h en mairie déléguée de Brin-sur-Lotion. Mais les habitants du territoire peuvent se rendre indépendamment d'une appartenance à une mairie ou pas. Les gens de Trélazé peuvent très bien venir à Brin, les gens de Brin à Trélazé, ou des gens d'Angers, n'importe. Ça n'a aucune importance. Et puis, il y aura une réunion publique importante le 3 février 2022 à 19h. Vous verrez que sur les documents, elle est affichée à Brin-sur-Lotion, mais cette réunion se tiendra à Jeanne de Laval, à l'espace Jeanne de Laval à Andard. On va recommuniquer dessus les consignes sanitaires et la présence d'un certain nombre de personnes, je pense au préfet ou à la secrétaire générale, aux responsables de la gendarmerie, ou responsable du SDIS, etc., fait qu'on a été amené à changer notre première décision qui était de la faire en salle des fêtes de Brin. Donc on sera sur l'espace Jeanne de Laval. Donc voilà ce qu'on peut dire actuellement sur ce projet de construction et cette concertation préalable, pas l'enquête publique, pardon, mais la concertation préalable qui, elle, commence du 18 janvier au 28 février. Voilà. Moi, je vais en avoir terminé avec les questions diverses. Juste vous redire, donc effectivement, vous confirmez l'annulation des vœux, mais ça a été fait. Et puis, j'indiquais, mais vous le savez, que notre prochaine séance sera donc le mardi 1er février à 20h dans cette même salle, si tout va bien, et que nous sommes, en souhaitant que nous soyons à cette époque-là autorisés
à la faire en présentiel comme nous le faisons aujourd'hui. Voilà, une demande de précision, Patrick Chartier. Oui, simplement sur la réunion publique du 3 février. J'imagine qu'on aura une jauge à respecter. Cette réunion étant publique, comment on va laisser l'accès aux gens? Est-ce qu'il y a une réservation préalable? Alors, il est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est aussi pour ça qu'on a choisi l'espace Jacques de Laval, pour avoir une place au maximum. Je ne sais pas bien, si tu veux, c'est un peu la nuance que faisait tout à l'heure Patrick. Là, on est sur un exercice de démocratie. Est-ce qu'on sera soumis à une jauge? C'est pas sûr. Par rapport à... c'est pas un concert, c'est pas... voilà. On sait que, par exemple, dans le cadre de la campagne électorale actuellement, compte tenu que c'est un exercice démocratique de rencontre avec le public, il n'y a pas de jauge actuellement. Peut-être que dans les semaines qui viennent, les choses changeront. Mais la salle Jeanne de Laval permet quand même, en tenant les distances ou les gestes barrières, d'accueillir un maximum de gens. C'est ce qu'on va essayer de faire. Pour le moment, non, il n'y a pas d'inscription. Enfin, c'est pas prévu sous cette forme-là, quoi. Très bien, je vais lever la séance. Donc, la séance de conseil est levée. Je passe la parole dans le public si vous avez des choses à dire. Oui. Monsieur Valéry, oui.